La lutte contre l'insécurité, le gouvernement se mobilise. Lionel Jospin annonce la création d'un conseil de sécurité intérieure. 3 tisanes vendues exclusivement en pharmacie sont retirées du marché. Un cas d'intoxication est à l'origine de cette décision. Affaire Yankia, l'enquête avec la confrontation entre le témoin interviewé par nos équipes et les allégations publiées dans le livre Scandale. Découverte avec le nouvel engouement pour la gymnastique rythmique et sportive, reportage dans un centre de formation pour jeunes athlètes. Bernadette Lafont, l'égérie de la Nouvelle Vague, publie le roman de sa vie, 40 ans de cinéma. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement veut donner la priorité à la sécurité quotidienne des Français. Déclaration de Lionel Jospin à Villepinte au 2e jour du colloque consacré à la violence urbaine. Le Premier ministre annonce la création d'un conseil de sécurité intérieure. Le détail avec Françoise David et Michel Levasseur. Assurer la sécurité, notamment quotidienne des citoyens, est un devoir pour l'État. Pour donner corps à cette affirmation, le Premier ministre a dévoilé aujourd'hui les projets de son gouvernement. Création tout d'abord d'un conseil de sécurité intérieure. Sous la présidence de Lionel Jospin, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense, de l'Emploi, de l'Éducation nationale définiront les orientations générales de la politique de sécurité. Ces orientations feront l'objet d'un débat au Parlement. 2 députés, un de la majorité, l'autre de l'opposition, se voient confier une mission sur la répartition des moyens de police et de gendarmerie sur le territoire. Les redéploiements d'effectifs et de moyens correspondront ainsi à l'état des lieux des phénomènes de violence urbaine et d'insécurité. Définir avec clarté les tâches respectives des polices municipales et des sociétés de gardiennage d'une part et des services de l'État d'autre part, 2 projets de loi seront déposés début 98 sur ce thème. Assurer le respect des règles de déontologie par les services en charge de la sécurité, ce sera la mission d'une commission indépendante qui verra le jour dans quelques mois. Lionel Jospin souhaite par ailleurs que les avocats puissent intervenir plus rapidement au cours d'une garde à vue. Enfin, le Premier ministre préconise une révision des textes concernant les mineurs, dont la délinquance a augmenté sensiblement ces dernières années. Tout citoyen, toute personne vivant sur le territoire de la République ont droit à la sécurité. Il ne peut y avoir des quartiers sûrs et des zones de non-droit. Il en va de la solidité du lien social. Lionel Jospin a enfin insisté sur l'importance des futurs contrats locaux de sécurité signés entre l'État, les collectivités locales et les associations de terrain. Selon un sondage récent, 2 Français sur 3 se sentent en insécurité. Pour lutter contre ce sentiment, des municipalités font désormais appel à des spécialistes chargés d'analyser méticuleusement la réalité et les causes de cette peur. Reportage à Belfort, Olivier Caroff, Michel Anglade. C'est quand qu'on détruit ce putain de bloc là qu'on nous laisse un peu tranquille là, parce qu'on en a marre, il n'y a pas de vue là, on voit rien. L'homme à l'imperméable qui provoque ce petit attroupement n'a aucun rôle politique, social ou policier. Au cœur d'une cité réputée à problème, Olivier Kaiser est là pour écouter. J'étais à Toulouse il n'y a pas longtemps. Chaque quartier, j'ai vu, ils ont un centre, ils ont un accueil, baby-foot, tout ça. Ici, ils ont fait un truc de 10-12 ans, regardez, c'est fermé. Il n'y a plus rien, il n'y a rien. Ils ont fait des trucs de danse, ils n'auront pas donné. Il y a plein de choses, il faut qu'ils voient le cœur du sujet. Le quartier des résidences à Belfort, 13 000 habitants et une vingtaine de tours HLM. Depuis les dernières élections, le Front National atteint les 25%. Inquiet, le Conseil général a commandé un audit sur le sentiment d'insécurité de la population. Très bien, Monsieur le Président, Madame la députée, Monsieur le maire. Et ce n'est pas l'inauguration d'un bâtiment officiel dans la cité qui peut faire illusion. Très particulièrement, les services publics, depuis 15 ans, ont déserté les quartiers difficiles et que la fonction publique apparaît comme une caste parce qu'elle n'est plus présente sur le terrain. Première étape du jour pour Olivier Kaiser, le commissariat, un poste d'observation idéal pour connaître le réel niveau d'insécurité du quartier. Chaque nuit, police secours enregistre 3 ou 4 appels venant des résidences, souvent pour pas grand-chose. On va voir le plaignant et on est en face de gens qui sont absolument exaspérés, qui sont à bout, hein, voire avec parfois il nous arrive de rencontrer des gens pour qui il y a des conséquences pour leur santé. Et quand on fait le point de la situation, de la délinquance, c'est-à-dire en fait ce que nous on sait bien comptabiliser, il y a très peu de choses derrière. À l'office HLM, on vit avec ce sentiment d'insécurité des locataires. L'explication donnée relève de la psychologie. J'ai vu récemment des problèmes de voitures sur les parkings de centre-ville, conseil général et autres. Je n'ai pas vu ça le lendemain dans la presse, on n'en a pas parlé. Ici, le moindre incident, on en parle.
Donc on renforce aussi tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde se dit aujourd'hui qu'il faut lutter contre les sentiments d'insécurité. J'ai aussi parfois, paradoxalement, le sentiment que dès qu'il y a un petit problème, tout le monde s'acharne à renforcer le sentiment d'insécurité. Olivier Kaiser a l'habitude que les offices HLM minimisent ainsi leurs problèmes. L'habitude aussi que les éducateurs du quartier lui vantent les réalisations des jeunes en très grande difficulté dont il s'occupe toute l'année. Des travaux réalisés par un jeune qui avait de grosses difficultés. Alors lui, au travail, on avait du mal avec lui. Il nous transmettait sa passion pour le dessin. Et c'est à partir de là qu'on a réussi à travailler un petit peu avec lui parce qu'il n'arrivait pas à tenir une journée de chantier. Pour lui, c'était énorme, quoi. 8 heures de travail, c'était énorme pour lui. Mais aux résidences, surprise, bien encadrées, les jeunes de la cité entretiennent un parc à rendre jalouse bien des villes. Pour Olivier Kaiser, le premier diagnostic sur l'insécurité est donc plus que nuancé. Tout ce qui est positif, comme l'opération qui est menée par la DIGE avec l'aménagement de ce parc, il y a un manque de communication là-dessus. C'est fréquent dans les cités ? J'ai l'impression que oui, c'est fréquent. Enfin, on parle surtout de ce qui va mal et jamais de ce qui est bien. Le bien, ça passe toujours inaperçu. Sans nier les réels problèmes de délinquance propres à toute cité, l'audit devrait donc trouver quelques solutions simples pour endiguer un sentiment d'insécurité qui se nourrit trop souvent de petites dégradations, malheureusement bien visibles. Un sondage de IFOP Journal du Dimanche à sortir demain. Lionel Jospin perd 9 points, Jacques Chirac 5. La cote de popularité du président de la République est en baisse avec 41% de mécontents. Quant au Premier ministre, 40% des personnes interrogées se déclarent insatisfaites contre 31. 3 tisanes vendues exclusivement en pharmacie sont retirées du marché. Il n'y a pas lieu de s'affoler, mais le ministère de la Santé recommande à tous ceux qui possèdent des tisanes de marque Florina, Alliance Santé et Pharma et Plantes de ne plus les consommer. Une directive intervenue après un cas d'intoxication chez un adulte. Le reportage d'Anne Ponsinet. Dizaines de grammes du lot de tisane au plantain incriminé. En soi, le plantain est inoffensif. Mais dans ce lot précis, il a pu s'être trouvé mélangé par erreur à une autre substance. On a pensé un temps au muguet, mais le laboratoire qui fabrique la tisane a d'ores et déjà exclu cette hypothèse. Donc là, nous procédons actuellement à des recherches chimiques un petit peu plus complètes pour déceler la présence éventuellement d'autres contaminants qui auraient pu être accidentellement mélangés au plantain lors de la récolte. Votre pharmacien donc ne doit plus vous vendre de tisane au plantain des 3 marques suivantes, Alliance Santé, Pharma et Plantes et la plus courante, Florina. Ça par exemple, c'est une tisane Florina. Est-ce qu'elle est retirée de la vente? Non, cette Florina n'est pas retirée de la vente parce que dans cette boîte, c'est de la badienne de Chine. Et ce n'est pas donc du plantain. C'est uniquement les tisanes au plantain des 3 plantain. marques. Donc plantain exactement. À l'origine du retrait, l'hospitalisation à Reims d'une personne âgée présentant des troubles cardiaques après avoir bu une grande quantité de cette tisane. L'alerte a été donnée pour une seule personne, mais on essaye d'avoir toujours une sécurité maximale. Mais est-ce que justement il n'y a pas un effet d'alerte un peu disproportionné ? Si quelqu'un est en train de prendre la tisane actuellement et prend en même temps un digitalique prescrit par son médecin, l'interaction entre la tisane prise sans le savoir et le digitalique prescrit par le médecin peut être dangereuse en augmentant les taux du fait de la contamination du plantain. Seuls quelques lots sont retirés de la vente, mais par précaution, le ministère de la Santé recommande de ne consommer aucune de ces 3 tisanes au plantain. En matière de dopage, les spécialistes disposent à Strasbourg d'un laboratoire capable, à partir d'un simple cheveu, de détecter 250 000 substances chimiques. Mieux encore, on peut toujours, à partir de cet examen capillaire, préciser la fréquence et les dates d'absorption. Pourtant, les autorités sportives refusent pour l'instant d'homologuer ce type d'examen. Reportage Jérôme Soulard, Patrick Schumacher. Un laboratoire où l'on analyse les cheveux qui fait grand peur aux consommateurs de drogue et aux sportifs dopés. À Strasbourg, grâce à une simple mèche de cheveux comme celle-ci, coupée, préparée et introduite dans une machine, un spectromètre de masse, on peut retrouver tout produit chimique absorbé par l'organisme même plusieurs mois avant l'analyse. Voici donc un échantillon de cheveux d'un athlète, je précise étranger, qui utilise de façon régulière un stéroïde qui est le stanozolol, qui a été retrouvé à des concentrations relativement faibles, 0,18 nanogrammes par milligramme, dans ses cheveux, mais qui caractérise néanmoins une exposition répétée à ce type de produit, rigoureusement défendu par les lois du CIO.
Diagnostic clair et formel qui détermine avec précision la fréquence, les dates des absorptions de dopants sur une durée largement supérieure au contrôle pratiqué sur les urines. Un type d'analyse utilisé depuis longtemps par la police judiciaire et la médecine légale. Les autorités sportives, elles, ont toujours refusé son homologation. On peut raisonnablement penser, d'après toutes les études qui sont faites, que le nombre de cas positifs à partir des cheveux est largement supérieur au nombre de cas positifs à partir des urines. Dans ces conditions, l'avenir de la chimie du sport est tout à fait en question. Doutant des analyses d'urine, certains sportifs français soupçonnés de dopage se seraient déjà soumis à titre privé à un test capillaire. Les résultats, cette fois-ci, resteront définitivement incontestables. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marie-Georges Buffet, demande aujourd'hui une réunion des ministres des Sports européens en 1998 sur les problèmes de dopage. À Vergès, dans le Gard, sur le site industriel de Perrier, mobilisation unitaire des employés, de la population de la région et des élus locaux pour protester ensemble contre le plan de restructuration Perrier-Vittel. Ils envisagent notamment la suppression de près de 700 emplois. Reportage Karine Comasi, Pascal Ponce. Vous fermez? Oui. Par solidarité avec les employés de Perrier, nous avons décidé de fermer tous les commerçants de Vergès. Pour les petits commerçants, ça va être un petit peu difficile parce que ce sont des journées qui rapportent le samedi. Mais nous fermons. C'est important de le faire. C'est important de le faire, oui. Pour la visite du site, ils sont près de 4000 à avoir répondu présent. Commerçants, habitants, en bleu de travail ou l'écharpe en bandoulière, la sauvegarde des 700 emplois menacés chez Perrier les a tous rassemblés. Depuis le début, tous les élus, toutes tendances confondues, sont derrière les salariés de Perrier et sont là pour défendre l'emploi, c'est clair. On ne fait pas de la politique, on fait du soutien à l'emploi. On est dans un département qui est touché à plus de 17% par le chômage, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Symbole de mobilisation, les élus ont collecté des pétitions que l'on dénombre fièrement au micro. Un instant d'émotion et de solidarité, mais la réalité est là. La fin de cette année rime avec le départ de 737 salariés. C'est une espèce de supplique que les 22 000 signataires de pétition font. La centaine d'élus est reçue par la direction de Perrier, mais le représentant du groupe Nestlé, apostrophé, apprécie peu qu'on lui parle de drames familiaux. Le père de cet enfant, entendez-moi bien, ne sera pas au chômage à la rentrée prochaine. C'est pas possible. On sent très bien ce qu'est une multinationale. C'est-à-dire que les décisions ne sont pas prises ici. Les décisions ne sont pas prises ici, les calculs économiques ne sont pas faits ici, et les mesures de sauvetage de l'entreprise, elles ne sont pas non plus décidées ici. Reste maintenant aux élus à interpeller le gouvernement pour dépasser le dialogue de sourds local. Au terme de la journée, seuls quelques-uns ne sont pas repartis les mains vides. Dans 8 jours, les chauffeurs routiers pourraient bloquer les routes de France si aucun accord n'intervient d'ici là. La table ronde d'hier n'a pas abouti. Syndicats et patrons se sont promis de se revoir dès mardi. Voici l'enjeu des négociations avec Jean-Paul Chapelle. Le blocus routier, c'était il y a moins d'un an. Ce soir, les syndicats sont prêts à déclencher à nouveau une grève dure après la rupture des négociations. On va leur donner toutes les consignes voulues, de manière à éviter tous les débordements, à faire en sorte que, comme en 96, nous ayons un mouvement propre et digne. La prime de 3 000 francs promise l'an dernier n'a toujours pas été versée. Les salaires des routiers restent donc proches du SMIC. Face à ces revendications, les patrons sont divisés. On est en état de blocage, non pas salarié-patron, mais quelque part un petit peu patron-patron. D'un côté, l'UNOSTRA représente les petites entreprises et propose un calendrier pour les augmentations de salaire. De 8 620 francs par mois, on passerait progressivement à 10 000 francs pour 200 heures de travail mensuel. En face, l'UFT rassemble les grandes entreprises et adopte une position plus dure. Pour arriver à la même augmentation de salaire, ces patrons veulent annualiser le temps de travail. Résultat, 120 000 francs par an d'ici à l'an 2000. Pour les syndicats, cette proposition est d'autant plus inacceptable qu'elle ne s'adresse qu'aux chauffeurs les plus qualifiés, seulement un routier sur 10.
Depuis une semaine, une quarantaine de Tziganes ont trouvé refuge à Calais après avoir quitté les côtes anglaises. Un long périple pour ces familles qui ont d'abord fui l'ex-Tchécoslovaquie, pensant être accueillies en Angleterre. Devant l'hostilité de la population, elles arrivent maintenant en France en toute légalité. Reste que ces hommes et ces femmes vivent dans des conditions extrêmement précaires. Le reportage d'Hervé Guéquier et Patrick Wurstorm. Une femme tzigane pour le moins déterminée. Et le sous-préfet de Calais qui cherche à comprendre et à trouver une solution. Le problème, une quarantaine de Tziganes essentiellement venus de République tchèque et quelques-uns de Croatie et du Kosovo en Yougoslavie. Ils ont tous été refoulés à Douvres en Angleterre alors qu'ils sont en règle et peuvent rester 3 mois dans l'Union européenne. Nous allons vérifier précisément ce qu'il s'est passé à partir des dires des intéressés et des documents qu'ils ont reçus. Nous verrons ensuite si nous considérons que les autorités britanniques ont ou non correctement appliqué les textes dont la France et la Grande-Bretagne sont signataires. Depuis 8 jours, le groupe de Tziganes campe dans le terminal des ferries à Calais. Les conditions sont précaires, mais personne ne semble prêt à retourner en Europe centrale. Oscar a 32 ans. Il explique qu'il ne veut plus rentrer en République tchèque à cause de la discrimination, des menaces physiques et des enfants qui ne peuvent même plus aller à l'école. Une association calaisienne, la Belle Étoile, s'occupe du ravitaillement, presque par habitude. Il y a 1 an et demi, le même cas s'était posé avec un groupe de Polonais. Nous espérons une plus grande clarté de la part des instances britanniques pour que chacun sache ce qu'il est possible ou non de faire. Pour l'instant, selon vous, les autorités britanniques ne sont pas très claires? Du tout, non. Les Britanniques affirment que dans les 2 derniers mois, 800 Tziganes ont franchi la Manche pour demander l'asile politique. Mais depuis une semaine, l'Angleterre a fermé ses portes, apparemment sans trop se soucier des lois européennes. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 30 ans. Un paquebot construit par une compagnie française sera livré dans quelques jours par les chantiers de l'Atlantique. Son nom, Paul Gauguin. Un ouvrage de grande qualité pour une industrie qui traverse une période particulièrement difficile. Jacques Deveau, Michel Hiver. 156 mètres de long, 320 passagers. Le Paul Gauguin est vraiment le petit dernier des chantiers de l'Atlantique. Un navire à taille humaine, prévu pour naviguer dans les îles du Pacifique. C'est un bateau beaucoup plus petit que les grands paquebots qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais qui est très confortable, avec des cabines très vastes, à peu près 20 mètres carrés, et des locaux publics également assez importants, offrant la possibilité en particulier de déjeuner là où on veut et à n'importe quelle heure. De l'espace et du confort, on est loin du clinquant des paquebots construits pour les compagnies américaines. La décoration est sobre, on a privilégié le bois que l'on retrouve partout, des salons aux cabines. Ça n'a pas été le même travail que d'habitude, c'était plus facile, c'était plus beau, donc plus de goût à travailler quoi, normalement. Et résultat, vous trouvez que ça rend bien ouais. Ça, il est plus beau que les autres bateaux, ça c'est sûr. Le Paul Gauguin est construit pour une compagnie française. On n'avait pas vu cela depuis 1966. Pour les ouvriers des chantiers, c'est la reconnaissance de leur savoir-faire. Par rapport, c'est peut-être bien à d'autres chantiers. Hein. Je trouve que les navires que l'on fait, quand même, ce sont des navires qui sont de qualité. Pourtant, l'avenir des chantiers de l'Atlantique est sombre. Le carnet de commandes est maigre, des mesures de chômage partiel sont en cours. Le chantier n'est pas compétitif et s'il réduit ses coûts de 6% par an, il doit encore faire mieux. D'autant que dans 3 ans, il ne touchera plus d'aide de l'État. Il s'agit d'améliorer très fortement notre performance, de façon, en l'espace de 3 ans, à devenir le meilleur des chantiers de construction navale en Europe, et ainsi à être capable de nous passer complètement d'aide. Mais pour l'heure, le chantier a encore besoin de l'aide de l'État pour réaliser 2 paquebots. Faute de quoi, les métallos n'auront rien à construire pendant 6 mois. Un soutien que tout le monde attend à Saint-Nazaire, du patron aux salariés. 300 policiers ratissaient depuis le début de la matinée la forêt de Saint-Germain-en-Laye à la poursuite d'un fauve qui, après examen des empreintes, pourrait n'être qu'un gros chien. Les recherches ont été suspendues à la tombée de la nuit. 2 compagnies de CRS, appuyées par des pompiers et des militaires,
ont avancé sur un front de 6 km de large depuis que l'alerte a été donnée hier par une femme ayant déclaré avoir vu une panthère rôder dans les environs. À l'étranger maintenant, violente manifestation à Séoul entre des ouvriers en grève et des forces de police. Les manifestants de la firme Kia, constructeur automobile sud-coréen, protestent contre la demande de mise en liquidation de l'entreprise. Le bilan fait état d'au moins un blessé grave. En Chine, le président Jiang Zemin s'apprête à signer une convention de l'ONU, un geste de bonne volonté à la veille de sa visite aux États-Unis. En revanche, il n'y aura pas de libération de dissidents. Je vous propose maintenant de revenir sur l'affaire Yan Pia à travers le témoignage d'un homme que nous avons montré dès hier soir et qui pourrait être le fameux général du livre Scandale d'André Rougeot et Jean-Michel Verne. Aujourd'hui, cet homme qui s'appelle Jacques Jourjon accuse l'épouse d'un des auteurs de lui avoir demandé de faire un faux témoignage. L'homme affirme d'ailleurs connaître André Rougeot et lui avoir parlé, mais il conteste le contenu du livre. Confrontation entre les allégations publiées dans l'ouvrage et ce témoin, un ingénieur électronicien à la retraite. L'enquête de Marcel Trial et Éric Delagneau. Les Charentaises, le pantalon de treillis, l'air sûr de lui, pas de doute. Monsieur Jacques Jourjon, retraité au Val, près de Brignoles, ressemble comme un frère au personnage affublé du surnom de Général dans le livre d'André Rougeot et de Jean-Michel Verne sur l'affaire Yan Pia. Le Général, c'est ce grand homme qui apparaît sur la terrasse, pantalon de treillis, polo kaki et charentaise assortie. Son épouse blonde, sa maison, ses chiens, tout y est. Jacques Jourjon reconnaît d'ailleurs qu'il connaît depuis longtemps André Rougeot et son épouse. Il est venu souvent chez vous? Oh oui, très souvent. Oui. Et vous avez parlé avec lui? Mais bien sûr, il y avait d'ailleurs toujours présent quelqu'un. Alors, dans son livre, André Rougeot prétend que vous êtes membre de la DRM, la Direction des renseignements militaires. Ah, mais ça fait partie certainement de son cerveau prolixe, certainement. Vous le niez? Absolument. Il dit aussi que vous êtes général. Ça, c'est simplement dans son imagination. Votre métier? Je suis ingénieur électronicien. Et le livre prétend que vous avez été capitaine à 23 ans, vrai ou faux? Ah, je n'en sais rien, moi j'étais deuxième classe. Le livre prétend que vous avez fait parler l'ordinateur des Saint-Snay. L'affaire Saint-Snay, 2 hommes retrouvés morts, asphyxiés dans leur garage. L'enquête conclut au double suicide. Mais voilà, les 2 victimes avaient un ordinateur que le général connaît très fort bien. Leur ordinateur, les frères l'avaient acheté dans un surplus militaire. C'était un ordinateur de l'armée. L'informatique, je vous le dis tout de suite, n'est pas ma spécialité. Je suis électronicien, je sais ce que je peux obtenir d'un microprocesseur, mais j'ignore ce qu'il a dans le ventre. Ah, je suis incapable de me servir d'un ordinateur. J'ai horreur de ça. Je connais des amis qui savent très bien s'en servir. Mais moi, pas. Est-ce que vos amis auraient pu le faire? Au niveau où ils sont, oui. Est-ce qu'ils l'ont fait? La même réponse, Landru. Oui ou non? Je ne sais pas. Ils vous en ont jamais parlé? Ah non, non, non. Alors le livre dit que vous avez un film qui aurait été tourné par vous, par vos amis, sur l'assassinat de Yan Pia. Vrai ou faux? L'assassinat de Yan Pia, 25 février 1994. Le général et ses hommes auraient été sur place. Nous sommes 100 mètres plus haut quand l'attentat a lieu. Trop loin pour intervenir, mais bien placé pour filmer. Ah, vous savez, des films, on en a vu beaucoup. Rougeot nous en a montré aussi. Mais concernant l'affaire Yan Pia, je n'ai pas souvenance d'avoir vu ce film. Mais c'est pas impossible. Je dis, je n'ai pas souvenance. Ma mémoire, vous savez, est défaillante. Je suis quand même un monsieur qui prend de la morphine tous les jours, hein, parce qu'il a sa souffrance. Donc, s'il a discuté avec 2 de mes amis et qu'ils lui ont dit qu'ils avaient un film, peut-être, il y a des gens qui l'ont, ce film. D'après le livre, vous accusez, vos amis, 2 personnages surnommés Lancornet et Trottinette, dans lesquels certains ont reconnu M. Léotard et M. Gaudin, d'être les commanditaires de l'assassinat de Yan Pia et des Saint-Snay.
Mais écoutez, il y a un vieil adage populaire qui dit « qui se sent morveux se mouche ». Peut-être ces messieurs ont besoin de se moucher. Jacques Jojon dément ainsi la plupart des propos qui lui sont prêtés par le livre L'affaire Yann Piat. Il le fait parfois, on l'a vu, avec une certaine ambiguïté. Mais en l'absence de tout document, de tout recoupement, on voit mal comment on pourrait, dans l'état actuel des choses, accorder le moindre crédit aux thèses soutenues par André Rougeot et Jean-Michel Verne. Découverte avec la gymnastique rythmique, un sport presque un art qui suscite aujourd'hui un nouvel engouement. À l'occasion des championnats du monde de cette discipline à Berlin, Laurent-Frédéric Bellet et Bernard Appé nous font partager à Évry, dans un centre de formation, l'apprentissage de quelques jeunes gymnastes françaises. Il est bien loin le temps où la gymnastique rythmique et sportive faisait ses premiers pas. Aujourd'hui, la GRS est une discipline olympique en plein essor. Que ce soit avec les massues, le cerceau, le ruban, le ballon ou la corde, la virtuosité de ces jeunes femmes ne fait plus aucun doute. Pour elles, c'est l'aboutissement d'années d'entraînement. Direction Évry, près de Paris. C'est ici l'un des 4 centres techniques où l'on forme les futurs gymnastes de la GRS française. De 5 à 7 ans, c'est une prise de contact idéale pour l'éveil corporel et le développement morphologique. Aussitôt après 7 ans, c'est une première sélection qui est faite. Déjà, on repère celles qui seront peut-être des championnes et qui ne le savent pas encore. Pour elles, la GRS, c'est un jeu. Je venais chercher mon frère au ping-pong et j'ai vu des filles dans la salle là-bas, ils faisaient du ballon. Et moi, ça m'a plu. Ils m'ont demandé si je voulais faire de la gym ou de la GRS et j'ai voulu faire de la GRS. Vers l'âge de 12 ans, à condition d'être grande, fine et adroite avec ses mains, la solution du sport-études se présente alors. C'est déjà un choix de carrière avec des emplois du temps adaptés. C'est GRS de 8h30 à midi et école de 13h à 17h. Et c'est comme ça tous les jours, jusqu'au perfectionnement en danse vers 15 ans. La GRS, une discipline qui a la cote, 20 000 jeunes filles licenciées en plus cette année. Quand on y a goûté, on en redemande. Ce sont des gymnastes qui sont excessivement passionnés et motivés et qui peut-être au premier abord ne pensaient pas faire de la compétition de haut niveau et qui petit à petit, prennent de plus en plus de plaisir parce que les progrès venant, on a toujours des aspirations de plus en plus grandes, quoi. Jusqu'à peut-être enfin rejoindre Eva Serrano, la meilleure française. 19 ans, 1m72, 49 kg, 7 ans d'entraînement intensif pour enfin tenir la corde pour une médaille. Formule 1, finale à suspense demain pour le Grand Prix d'Europe à Jerez. Jacques Villeneuve et Michael Schumacher ont signé exactement le même temps lors des essais officiels. Les deux pilotes, à seulement un point de différence, en tête du classement général, prendront demain le départ côte à côte en première ligne pour la dernière course de la saison. À noter que Frentzen, le coéquipier de Villeneuve, a également signé le même temps. L'arrivée à Carthagène des frères Bourgnon dans la Transat en double, un succès de plus pour le navigateur Laurent Bourgnon qui vient de passer il y a tout juste quelques minutes la ligne d'arrivée. Nous l'écoutons. Vous avez mené la course avec votre frère du début pratiquement jusqu'à la fin. Eh bien oui, on a eu cette chance. Disons qu'on a dû attaquer tout de suite dans les premières 24 heures où il y avait beaucoup de vent, il y avait plus de 50 nœuds dans la première nuit. Et ensuite, ça nous a permis ensuite de prendre un avantage et de contourner un petit peu plus loin l'anticyclone des Açores, ce qui fait qu'on a eu du vent tout le temps et donc on a pu conserver ce petit écart jusqu'à l'arrivée et même le creuser un petit peu. C'est une victoire de plus à votre palmarès, mais celle-ci est peut-être encore plus belle parce qu'elle est réalisée avec votre frère. Voilà, donc avec Yvan, on avait fait beaucoup de régates ensemble, mais jamais en double. Et là, on a fait une très très belle course, on s'est très bien entendu. Et ça a été vraiment un plaisir. Et on s'est vraiment bien complémenté et on est prêt à re-signer pour une prochaine course dès demain. Bernadette Lafont, l'égérie de la nouvelle vague, celle qu'on surnomme parfois la fiancée du pirate, sort ses mémoires, 40 ans de cinéma avec les plus grands. Portrait d'une femme et d'une actrice qui refusent la nostalgie. Jean-Jacques Dufour et Vincent Maillard. Non.
Ça ne veut rien dire une star, c'est une femme. C'est une actrice et c'est une femme. T'as entendu pas Bernadette que je dis ça, t'es pas une star. Pour moi, t'es une femme. Star ou pas, le livre de Bernadette Lafont, qui entre nous soit dit est une sacrée bonne femme, se dévore comme une madeleine. Au fil des pages, les souvenirs et les images se ramassent à la peine. Pour les amateurs de cinoche, c'est un vrai régal. Tout a commencé avec les Mistons, oui, c'était en 57. D'ailleurs, ce livre, c'est les 40 ans de cinéma. Et c'est dans ce court-métrage de Truffaut qu'elle explose comme une bombe. D'ailleurs, très vite, on la surnomme la petite cousine brune de Marilyn. Ça me faisait pas beaucoup d'effet parce qu'à cette époque-là, moi, Marilyn Monroe était tellement loin, j'étais pas du tout, ça m'intéressait pas. Quoi qu'il en soit, la fille du pharmacien est lancée. Et comme cette brune ne compte pas pour des prunes, elle devient l'égérie de la nouvelle vague. Je représentais quelque chose qui était dans l'air, qui leur correspondait, ils avaient envie, donc ils ont inventé des choses pour moi dans lesquelles je me suis écoulée avec le plus grand bonheur et la plus grande délectation. C'est clair, devant l'objectif, elle se régale. Oui. Nous aussi d'ailleurs. Quel âge avez-vous? 17 ans. Tu veux que je t'embrasse? 40 ans après ce film, Bernadette, qui reste insatiable, reproche quand même aux caméras une certaine goujaterie. Et oui, le temps passe. Viens à la maison. Ton père? Il est pas là. T'en sais rien? Si, je le sais. Je croyais que tu le cherchais. Oui, mais même simplement sans la caméra, même le miroir de la salle de bain, c'est la même chose, évidemment. Il faut apprendre à composer avec ça. Et vous vous y faites? J'aime les vieilles personnes, je trouve que c'est beau, les visages qui portent leur histoire. Et son histoire s'écoute sans film, largement de quoi écrire un livre. Vous êtes nostalgique du passé, vous, ou pas? Je suis pas quelqu'un de nostalgique du tout. Pas du tout. Mais c'était un très grand plaisir de faire ce livre, justement de regarder en arrière, mais j'ai pas eu de nostalgie du tout. Parce que je trouve que je suis assez bien dans le moment présent, moi. Justement, dans le moment présent, c'est d'Afrique qu'elle rêve. Évidemment, pour y tourner un film, le cinéma, c'est sa meilleure façon de planer. Avant de refermer ce journal, revenons sur le sondage IFOP, journal du dimanche à paraître demain. Précisons que les cotes de popularité de Jacques Chirac et de Lionel Jospin restent quasiment stables en octobre par rapport à septembre, mais le nombre de mécontents a sensiblement augmenté. Ainsi se termine donc cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. La lutte contre l'insécurité. Le gouvernement se mobilise. Lionel Jospin annonce la création d'un conseil de sécurité intérieure. Affaire Yann Pia, l'enquête avec la confrontation entre les témoins interviewés par nos équipes et les allégations publiées dans le livre Scandale. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet. Dernière édition présentée par Florence Duprat vers 0h20. Demain, dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Francis Huster. À midi, dans Polémique, Michel Cotta recevra Charles Pasqua. 13h, Antoine Cormery. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Je vous retrouve demain à 20h. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. Vous avez compris? C'est un spécial Fort Boyard de nuit. L'heure passe et l'obscurité s'installe. Christophe de Chavannes prend place. On ne peut pas échapper au notaire. Puis la 25e heure, il fait nuit noire. Et pourtant subsiste une lueur d'espoir. L'espoir de pardonner ceux qui ont tué. France 2 vous donne rendez-vous chaque semaine avec Télé 7 jours. 1853, le docteur Guillaume Rose voit ses travaux sur les maladies nerveuses tomber en désuétude. En 1885, le docteur Philémon Green, chimiste et biologiste américain, s'étonne de n'avoir rien découvert concernant l'infiniment petit. 1924, Sir Arthur Stanley Carter, astronome et physicien britannique, n'aboutit à aucune conclusion concernant l'équilibre radiatif des étoiles. 1967, le docteur Christian Benton manque de peu la première transplantation cardiaque. 1997, l'honneur est enfin sauf. Tous les lundis, leurs petits-enfants passent à la télévision. Urgence, lundi soir, sur France 2.
Dresser les jeunes trotteurs en les mettant en contact d'un quarter horse, telle est la méthode utilisée par Michel Bertmark dans son haras ultramoderne de la Roque Baignard. Caractéristique du quarter horse. C'est un cheval calme, c'est un cheval qui attend ce qu'on lui demande et donc qui va apprendre aux jeunes chevaux trotteurs à se comporter de la même façon finalement. Donc à écouter, à être prêt, à être calme et à obéir. Ça évite tout ce qui est stress, ça évite tout ce qui pourrait être un problème et qui pourrait créer un accident et faire de la casse. Donc c'est vrai qu'il faut absolument prendre son temps. Ça fait des poulains plus calmes, plus détendus, plus adaptés à ce qu'on va leur demander. Et voici les résultats du prix Le Parisien, le quintet plus de cet après-midi, couru sur les obstacles d'Anguin. Derrick frappe les 3 coups de Main sur France 3. 3 personnages en quête d'un tueur et qui finissent par le trouver. Maman. Ce qui m'intéresse, c'est la liste des acteurs. Et surtout quand il s'agit de jeunes garçons. Il est content, Derrick. Lui qui rêvait d'un bon petit massacre, il va être comblé. Ça suffit, maintenant, coupez! Responsable mais pas coupable. Derrick, demain à 20h50 sur France 3. Alors là, on était tous prêts à chanter. Moi, j'étais au ballon, moi. Il y avait même un orchestre. Bah ouais, pour la musique. Alors là, c'est quand elle arrive, là, regarde ça. Et là, c'est quand on chante tous. Joyeux anniversaire. Bravo, Jérôme, pour les ballons. Ouais, c'est la fête. Hein. C'est l'anniversaire Berlingot. Profitez du Citroën Berlingot et de son pack équipement au prix exceptionnel de 68 000 francs. Oh ouais. Fièvre, frisson, courbature. Et d'Agrippo, dès les premiers symptômes, réagissez. Et Agrippo? Aussitôt Oscillo. Oscillococcinum est un médicament homéopathique. Cet artiste capture les éclairs pour en faire des sculptures. Il transforme ainsi l'énergie en véritable œuvre d'art. Le nouveau moteur TDI de l'Opel Vectra fait de même. Technologie 16 soupapes et injection directe réunies dans un turbo-diesel de 100 chevaux. Plus sobre, plus souple, plus propre, plus silencieux. Nouvelle Opel Vectra TDI 100 chevaux, l'art du mouvement. Monsieur, bonsoir. Ensoleillé et bien frais. Oui. Voici donc le programme pour les jours à venir, car la situation est bloquée. D'un côté, nous avons une très jolie cellule anticyclonique qui rayonne sur les îles britanniques et nous offre dans l'ensemble une France bien dégagée, exception faite du nord-est, qui subit quelques passages nuageux en provenance de la mer du Nord. Et puis regardez donc où se trouvent les perturbations, je vous le donne en mille, entre les Açores et le Portugal, n'est-ce pas, le monde à l'envers. En tout cas, demain, eh bien, nous nous réveillerons avec un ciel plutôt clair dans l'ensemble, quelques passages de cirrus tout à fait inconséquents, mais il faudra compter avec des nuages bas ou du brouillard, que ce soit sur l'Aquitaine, sur la Bourgogne ou sur le nord du pays, donc ce front nuageux qui va encercler l'extrême nord du pays avec beaucoup de grisailles, localement quelques gouttes de bruine possibles, mais aussi une petite trouée de ciel bleu, que l'on se rassure. Du vent en bordure des côtes à 50 km à l'heure. Et puis sur le sud-est, là aussi vous apercevez quelques nuages bas. Nous allons y partir tout de suite dans le sud-est, avec donc
Ces nuages bas en particulier le long de la côte varoise. Il ne s'agit pas d'un phénomène météo, mais simplement les effets d'une mer qui est encore chaude à cette saison et qui apporte un peu de grisaille. 14 degrés pour Beaulieu, ça sera le maximum. En revanche, dans le nord-est, il fera encore bien frais. Vous savez que ce matin, nous avons eu droit à moins 4 degrés du côté d'Épinal. Demain, donc encore de la fraîcheur au rendez-vous, moins 3 du côté de Nancy. Et encore, ce sont des valeurs attendues sous abri, donc les gelées blanches seront bien fréquentes. Puis dans le sud, eh bien 11 à 12 degrés, un maximum de 14, donc du côté de Nice. Dans l'après-midi, le soleil l'emportera. Un très beau soleil avec des passages de nuages élevés que l'on apercevra à peine. Le vent continuera à souffler. Les cumulus feront leur apparition sur le sud-est après dissipation donc de cette grisaille. Et puis un petit détour tout de même du côté du nord-est pour constater que la grisaille sera encore tenace. Toutefois, on aura droit à un peu plus de soleil que dans la matinée, notamment sur le sud de la zone. Température toujours bien fraîche, 9 du côté de Calais, 12 pour la région de Soissons et partout ailleurs des valeurs sans grand changement, inférieures normales d'environ 3 à 4 degrés. Sur le sud, toujours beaucoup de douceur, des valeurs très contrastées puisque l'on n'attend pas moins de 21 degrés du côté de Perpignan. Si vous devez voyager, voici le programme. Vous retrouverez un beau soleil sur l'Angleterre et sur l'Irlande, donc des conditions anticycloniques. En revanche, du côté de Varsovie, de Moscou, de Stockholm, des averses de neige avec tout juste 2 degrés, puis 23 à Tunis avec un beau soleil. Alors maintenant, est-ce que vous connaissez les chiens de cavage? Eh bien, nous allons les découvrir ensemble puisque nous partons en Bourgogne, précisément à Is-sur-Tille, où s'est déroulé en pleine saison de récolte naturelle des truffes, un concours de chiens de cavage, autrement dit de chiens truffiers. Il s'agit d'une compétition. Le flair des chiens est bien sûr déterminant. Chaque concurrent dispose de 10 minutes maximum pour dénicher 6 truffes cachées la veille dans un périmètre de 5 mètres sur 5. Alors pour motiver son chien, on l'encourage de la voix, sans oublier la petite friandise de rigueur en cas de bonne pioche, ce qui permet de préserver la récolte. Car l'histoire ne dit pas si le toutou participe au festin, permettez-moi d'en douter. Voilà, demain. Eh bien demain, attention, nous passerons à l'heure d'hiver, donc nous dormirons 1 heure de plus. Mais nous perdrons encore 3 minutes de soleil et nous serons le dimanche 26 octobre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur notre chaîne. Demain matin, Patrice Revet dans Thé ou Café. Et puis le soir, vous retrouverez Laurent Romeshko. Au revoir.